Là, cette année, Kurokawa fête ses 20 ans, moi je fête mes 50. Mais depuis mes 40 ans, donc ça fait 10 ans déjà, que je réclame qu'on embauche des jeunes femmes chez Kurokawa parce que jusqu'à il y a une dizaine d'années à peu près, il y avait Fabien et Adeline, mais à l'édito, j'étais quasiment tout seul à prendre toutes les décisions. Et dès cette époque-là, je trouvais ça bizarre que ce soit un homme de 40 ans qui choisisse qu'aller lire les petites filles. Vous êtes en train de regarder la série documentaire qui retrace les 20 ans de Kurokawa, car oui, en 2025, on a célébré nos 20 ans. Vous allez avoir plusieurs interviews de personnes de chez Kuro que vous avez pu voir sur TikTok et autres, mais aussi d'autres acteurs extérieurs à Kurokawa qui sont dans l'industrie du manga. On espère que cette série de vidéos va vous plaire, et surtout, merci pour votre soutien, merci de nous suivre, bon visionnage, et abonnez-vous. Je suis arrivée, c'était dans la dernière année de mon master. Je faisais un master en langue, littérature et civilisation étrangère spécialisé sur le Japon. À la fin de l'année de master, on avait l'opportunité de faire un stage. J'ai réussi à trouver une place chez Kurokawa. En fait, je suis arrivée vraiment au bon moment parce que c'était la première année où ils ouvraient un poste de stagiaire. Donc, voilà, je suis arrivée du coup en tant qu'assistante éditoriale. Ensuite, il y a eu de nouveaux projets qui sont créés chez Kurokawa et à cette occasion-là, ils ont pu créer un poste d'assistante éditoriale, mais du coup en CDI. Et ils ont fait appel à moi parce que ça s'était bien passé en stage. Et puis c'est vrai qu'après, Adeline a pris de plus en plus d'assurance et arrivait à dire « Ah, vous les garçons, vous aimez bien ça, mais moi celui-là, je le sens pas trop. » Ou au contraire, moi, je sais qu'Adeline, elle avait joué un rôle dans, je crois que c'est dans Chocolat et Vanilla, où justement, Adeline, elle aime bien tout ce qui est un peu fashion, etc. Là où Fabien et moi, tu vois... Pour nous, Prada, c'est le nom des fringues que porte le diable, tu vois. Enfin, tu vois, Moyoko Hanno, elle était vachement dans la mode, etc., etc. Donc l'expertise d'Adeline là-dessus nous a pas mal aidé. Pareil aussi sur Bloodlad, où Adeline, qui était fan de Gorillaz, nous disait non, mais vous voyez bien que il faut faire quelque chose parce que en termes de style, ça se ressemble vachement. Adeline, qui est plutôt une gameuse qu'une lectrice de manga. Aujourd'hui, elle lit des mangas, mais quand elle arrive chez Kurokawa il y a 15-20 ans, en fait, c'est une gameuse plus que... Alors, elle connaît les animés et tout ça de notre enfance, entre guillemets, mais elle est plus geek gameuse que geek manga, etc. Mais elle a quand même ce regard d'une personne qui apprécie et qui connaît les codes du divertissement japonais. C'est avec elle que j'ai passé l'entretien, parce que c'était elle qui allait me former, avec qui j'allais être vraiment en binôme. Au moment où je suis arrivée en stage, j'avais aucune notion d'édition. Vraiment, moi, je parlais japonais, je connaissais la culture du Japon, mais c'est tout. Et en fait, c'est vraiment elle qui m'a formée de A à Z sur le métier d'éditeur. Et tout ce que je sais, c'est grâce à elle. Exactement, ça m'a déchargée du travail et puis ça m'a permis aussi de prendre de l'ampleur au niveau stratégique sur la marque. Ce qu'il faut savoir, c'est que Kurokawa, c'était un projet annexe. Donc la plupart des gens qui bossent sur Kurokawa, ce sont des gens qui bossent déjà sur d'autres sociétés d'univers poche. Donc par exemple, l'attachée de presse, Estelle, était l'attachée de presse de Fleuve Noir. La fabricante, Vanny, c'est d'ailleurs aussi toujours la fabricante de 10-18. Les personnes qui étaient responsables du marketing, il y en avait deux, elles étaient sur PKJ. Aujourd'hui, elle est toujours ici, c'est la directrice Aurélie Denoise. À l'époque, elle était assistante au marketing donc sur Pocket Jeunesse et donc sur Kurokawa. Et après, les autres personnes, c'était des gens un peu comme moi qui bossaient sur d'autres marques qui étaient transverses. Il y avait donc une personne à la communication et une personne au commercial et moi, on devait être, quand on était tous rassemblés, on était 5, mais même pas 5 personnes dédiées. Arrivé après la naissance de Kuro, donc j'ai fait du coup l'organisation du premier anniversaire de Kuro, donc c'était les 5 ans quand on avait fait ça au Bus Palladium, n'est-ce pas? Et donc moi, je gérais les salons pour toutes les marques qui composaient le groupe Univers Poche, donc Pocket Jeunesse, 10-18, et après progressivement Lizzie et tout. Et donc pour Kurokawa, où on faisait quelques salons par an. L'équipe a petit à petit s'est étoffée et s'est spécialisée aussi, donc maintenant on n'a que des gens qui sont 100% sur la marque. Après Mathilde, je pense que c'est Nesrine, dans un mouchoir de poche avec Déborah, qui est l'assistante éditoriale de Kuro, et Nesrine qui est
la responsable de trad. Et en fait, aujourd'hui, il y a une team qui, du coup, est entièrement dédiée à Kurokawa et à Kotun, sa petite sœur, mais du coup, on reste ensemble et on n'est plus autant partagés qu'on a pu l'être sur d'autres segments qui n'avaient rien à voir. La jeunesse encore passe, mais le poche et le manga, à part la taille des bouquins, je pense qu'on n'avait plus grand-chose en commun. Moi, je trouve que c'est ça qui est le plus intéressant, c'est de créer un esprit Kurokawa autour de tous ces gens-là, en les intégrant à notre petite bande, parce que ça faisait quand même petite bande dans son coin, de s'y avoir d'idées neuves, d'élan supplémentaire en fait qui vient accompagner la marque. Je voulais qu'on féminise l'équipe et je pense que c'était une bonne chose parce que du coup ça donne un coup de jeune et puis ça donne un coup de féminité et ça me permet aussi éditorialement de briser certaines idées reçues. Un truc tout bête, hein, mais par exemple j'ai lu un manga, c'était un josei et je disais waouh, c'est bizarre quand même. Je pense qu'on peut pas sortir ça en France parce que les filles vont être choquées. Du coup je le fais lire aux filles de l'équipe qui disent ah non tout va bien, le mec il est toxique mais en fait ça se justifie dans l'histoire parce qu'il y a ça et ça donc pas de problème. Et par contre un truc que j'avais jugé safe entre guillemets, elles m'ont dit ah non là par exemple ça va pas du tout, c'est machin. Donc c'était intéressant et rafraîchissant d'avoir ces points de vue qui étaient complètement opposés aux miens. Et je pense que ouais c'était important de varier parce que ouais les 10-15 premières années de Kurokawa, je décidais tout seul avec l'aval de Fabien et d'Adeline. Alors je décidais pas tout seul, mais la première sélection a été faite par moi en fait. C'est lié au développement, au développement de la marque qui s'est fait avec Full Metal, Soul Eater, Pokémon, après One Punch Man, après plus récemment Spy. On a petit à petit une marque qui s'est étoffée. Il fallait suivre et arriver à suivre cette cadence-là. Donc l'équipe a eu besoin de s'étoffer et finalement elle s'est spécialisée avec le temps. Moi je vous disais que je n'avais pas lu un manga avant de commencer et puis maintenant je pense que voilà, au bout de 20 ans je connais le marché, ses acteurs, je lis du manga. L'équipe s'est formée et puis après des gens qui étaient des passionnés, qui étaient des lecteurs nous ont rejoints et petit à petit on fait que cette équipe maintenant aujourd'hui est une équipe forcément de spécialistes. Alors ça a fait un gros changement, oui, parce que le reste de l'équipe a fait que nos actions étaient renforcées à la fois en marketing et en communication et au niveau du commercial aussi l'équipe s'est étoffée donc on avait beaucoup plus d'opérations, de propositions aussi, d'actions sur Kurokawa et on n'avait pas vraiment l'habitude d'avoir cette attention. Une grosse partie du commercial est venue renforcer l'équipe avec Jérémy, Paul et puis Arthur aussi qui était apprenti à l'époque. Augustin qui est arrivé peut-être en même temps que le service commercial. Et enfin Céline qui est la chef correctrice de Kuro. Donc on a été ravis d'avoir vraiment un coup de boost avec l'arrivée de ces forces vives. C'était vraiment un peu comme un rêve, parce que je connaissais Greg de par ses multiples prises de position publiques, son travail sur le jeu vidéo japonais aussi. Et donc j'étais vraiment fan de son travail. Je connaissais Fabien, qui à l'époque aussi était pas mal présent sur les réseaux sociaux, où il montrait un petit peu des coulisses de fabrication. Il montrait des chromaliens, son travail de graphiste, etc. Je m'étais dit, mais je vais travailler avec ces gens-là. Et donc il y avait un côté un peu intimidant. Je me souviens la première fois que j'ai vu Greg, il était dans un bureau, on était au 6e étage. Et c'était tout sombre et tout, j'avais vraiment l'impression de voir Giovanni da Team Rocket, vraiment. Mais en fait, je me suis rendu compte de tout le travail qui était abattu en amont et de tout ce qu'il fallait faire pour que notre manga soit présent sur les tables en librairie. Donc, il y avait un petit côté à la fois caverne d'Alibaba, parce que nos bureaux à l'époque, il y avait les goodies partout, les PLV, les simotes des personnages. Et enfin, pouvoir moi-même mettre les mains dans le cambouis et apporter ma modeste pièce terre à l'édifice qu'est Kurokawa. À l'époque, en une année, on faisait entre 90 et 100 titres par an, ce qui était déjà pas mal. Les plus gros mois, on était à une dizaine de titres au mois. Et petits mois, c'était 5-6 titres. Mais là, aujourd'hui, on est à peut-être 150 titres par an. Et les 10-12 titres, c'est un mois normal. Là, c'est vrai que Kurokawa, même si c'est un éditeur qui est arrivé sur le marché avec cette volonté, c'est que l'idée, c'était quand même de choisir les titres, de ne pas inonder le marché, de ne pas lancer 5 nouveautés, 5 nouvelles séries tous les mois, de bien choisir ses enjeux pour pouvoir défendre chaque série, chaque auteur au maximum. Mais malgré tout, même avec cette politique de sélection pointue, moi, je trouve que c'est miraculeux d'avoir réussi à
à faire un si beau catalogue avec si peu de personnes en interne pour le porter. Donc on se fait un comité édito, donc chacun ramène un peu ce qu'il trouve. Donc c'est moi qui ramène encore une majorité des choses parce que tout le monde a des tâches administratives à faire. C'est-à-dire que voilà, j'ai fourbement, en prenant du grade, je me suis fourbement détaché un peu de tout ça et je suis vraiment à nouveau concentré, en plus des projets subalternes, je suis vraiment concentré sur la prospection, on va dire. Donc j'en amène encore beaucoup, mais aujourd'hui j'essaye aussi de faire en sorte que les autres membres de l'équipe édito et notamment les plus jeunes se lancent. Tu vois là par exemple pour Japan Expo c'était intéressant parce que j'étais avec monsieur Kuramori pendant les 5 jours de Japan Expo, donc j'ai fait aucun rendez-vous. Donc c'est les petits jeunes entre guillemets qui ont dû se débrouiller tout seuls avec les éditeurs japonais et donc voilà, faire leur rendez-vous, la prospection, discuter, négocier et tout. Et donc là on a fait une réunion débrief où c'est elles, donc Mathilde, Nesrine, Déborah et Adeline qui ont dit ah ben voilà on a vu machin de telle société, il nous a présenté tel manga, donc c'est bien, il y a de l'autonomie qui se fait et puis de toute façon chacun amène des trucs en réunion et puis on dit ah bah ça j'ai bien aimé, ça j'ai pas aimé, etc., etc. Parce que tous en fait on est vraiment d'énormes lecteurs de manga et on apporte aussi chez Kuro ce qu'on a envie de retrouver en librairie. Moi j'étais clairement le mec qui, même s'il suivait pas la série en question, allait acheter 2 tomes pour avoir le goodies s'il le trouvait intéressant. Et là je me retrouve de l'autre côté de la barrière à réfléchir le goodies pour le lectorat. Donc on a apporté je pense ce renouvellement, cette fraîcheur-là, mais tout en gardant ce qui faisait la marque de fabrique aussi quand il y avait que Greg, Fabien et Adeline, c'était vraiment une rigueur dans le travail qui est fait, dans la communication et de faire en sorte que l'image de Kurokawa ne soit pas trop diluée par ce qu'on y apporte. Kurokawa est au-dessus de nous, on apporte ce qu'on est, ce qu'on aime, mais ça reste Kuro et c'est important que ça reste Kuro parce que Kuro est identifié comme ça auprès du lectorat et le lectorat il s'en fiche que ce soit X, Y ou Z qui travaille, il veut juste que quand il va en librairie il trouve un produit de qualité qui lui plaît et nous c'est pour ça qu'on travaille. Logiquement ça a augmenté l'équipe, le nombre de personnes parce que là pour le coup des personnes qui s'occupaient d'autres maisons étaient 100% Kuro cette fois-là. Ce qui leur a permis de développer d'autres missions, de faire d'autres choses, par exemple les Kuro Fan Tour, on n'aurait pas pu à l'époque. Là il y a une personne qui a pu vraiment se dédier à ça et étoffer. Un truc qui s'est fortement développé, c'est l'événementiel aussi.